Tout à l'heure, euh, tout en étant jeune psychologue à La Plata, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de ces phénomènes particuliers qui étaient la présence incroyable de savoirs et des pratiques psy en Argentine. J'étais complètement conscient de l'exceptionnalité de cette situation parce que j'avais une tante qui était psychologue dans la ville de Saint-Louis, dans l'université de Saint-Louis, qui est très marginale, qui avait une orientation euh, comportementale, ce qui était très 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 rare en Argentine. Je l'ai accompagné à pas mal de congrès en Amérique latine, et du coup, je voyais à quel point dans le reste de l'Amérique latine, euh, ce qui était hégémonique, c'était la psychologie behavioriste, comportementale, des tendances plutôt beaucoup plus objectivistes que celles qui s'imposaient en Argentine. Du coup, c'est ça qui m'a poussé vers l'histoire et qui m'a poussé vers la recherche de l'histoire des cursus de psychologie, des études de psychologie en Argentine, des études universitaires. Et très vite, ça m'a orienté aussi vers la France, non seulement parce que j'avais envie d'y aller, de, 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 de vivre euh, un peu à Paris, de connaître la culture française. J'avais déjà vécu aux États-Unis, alors je connaissais très bien la psychologie anglo-américaine, mais je connaissais pas du tout de première main ce qui impliquait la psychologie en France. Et du coup, la distance m'a fait voir quelque chose qui pour moi était évidente, mais qui n'était pas très évidente pour les historiens français, ni pour Elisabeth Rodinesco, ni pour Annick Oyon, qui est décédée maintenant, mais qui était celle qui s'était beaucoup intéressée à ces croisements entre psychologie, psychanalyse, psychiatrie. Euh, pour moi, ce qui était complètement évident, c'est que ben, le, le terme conduite ou comportement, ben, d'après les auteurs, était un terme fondamental de la psychologie du XXe siècle, à tel point que il y a eu des congrès où on disait que le XXe siècle était le siècle du comportement, le siècle de la conduite. Mais en même temps, l'équivocité de ce terme était pour moi aussi évidente que son importance. Du coup, quand on parlait de conduite ou de comportement aux États-Unis, en France et en Argentine, on parlait des choses complètement différentes. Euh, il n'y avait aucune étude sur l'histoire de cette tradition comportementale spécifiquement française, dont la réception était tellement importante pour moi parce que cela avait façonné en quelque sorte la psychologie en Argentine dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais du coup, j'étais obligé d'étudier la réception de quelque chose qui n'était pas encore étudié. Alors, il m'a fallu passer 2 ou 3 ans en France pour faire cette histoire, pour rédiger cette histoire qui remontait à Charcot, Théodule Ribot, Pierre Janet, Henri Pierron, des auteurs qui sont pas très célèbres aujourd'hui, sauf pour Charcot et peut-être un peu Janet, mais ce sont des auteurs qui ne sont pas très connus au-delà du champ psychologique, de la discipline psychologique, et qui à l'époque étaient des références fondamentales au niveau international. Ben, je dis toujours que Pierre Janet a été la principale autorité dans le domaine des neuroses jusqu'à peu près 1915. Freud était marginal, était peu connu. En fait, vous savez, Freud, il est allé aux États-Unis en 1909 à l'université de Clark. Et du coup, on l'invitait pour le 20e anniversaire d'une université américaine et il disait, ben, moi, je refuse des invitations pour l'anniversaire numéro 500 de l'université de Leipzig et je vais croiser l'Atlantique pour aller aux États-Unis pour 20 ans d'histoire, ce qui n'est rien.
Finalement, Freud a été convaincu par Jung d'aller aux États-Unis parce que il a su que Janet avait eu beaucoup de succès à Boston, dans la East Coast américaine, et du coup, il voulait pas être moins que Janet. Et c'est un peu du fait de cette concurrence entre Freud et Janet qui- qu'il est allé aux États-Unis, qu'il est devenu finalement célèbre, mais ça a mis du temps. En 1910, 1914, 1915, c'était Janet, le, l'auteur le plus connu par rapport à tout cela. Et c'est lui qui a qui a consacré un article spécifique à ces termes de conduite. Il a forgé, il a inventé, disons, une psychologie de la conduite. Euh, il a publié cet article en 1938 dans dans un numéro célèbre de l'encyclopédie française, pardon, euh, où il y avait un article de Lacan sur la famille, un article de Daniel Lagache. C'était une époque de croisement entre psychanalystes, psychologues. Mais en tout cas, ce qui a été clair pour moi, c'est que cette tradition comportementale française était même antérieure à celle beaucoup plus célèbre des Américains. Disons, John Watson, il a commencé à écrire ce manifeste le plus célèbre en 1911, 1913. Euh, une quinzaine d'années plus tôt, Harry Piron avait déjà publié des études où il parlait de l'importance d'une psychologie, du comportement, d'une approche comparative entre les hommes et les animaux, etc., etc. Mais pour eux, pour tous, euh, c'était clair que la tradition comportementale américaine, le behaviorism, n'était qu'une version très simple de la psychologie qui, eux, étaient en train de euh, élaborer en France, du fait que les Américains éliminaient carrément la dimension de la conscience, hein, comme si on pouvait, au pays de Descartes, se passer de la conscience aisément, comme faisaient les Américains. Pour un répirant, par exemple, le behaviorisme était un périphérisme puéril. Il disait, ben, ça n'a aucune importance. Puis après, il y a eu le succès du behaviorisme un peu partout, mais ce qui n'implique pas que la théorie était très complexe, mais plutôt le contraire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette idée qu'il y avait une sorte de boîte noire entre les stimulus et la réponse, qu'on pouvait rien étudier de ce qui s'est passé euh, dans l'âme, dans l'esprit, dans le psychisme. Tout cela n'était pas euh, passible d'être expliqué en termes scientifiques, alors on devait tout oublier. Les seules choses qui étaient scientifiques étaient les données qui concernaient j'oublie les termes en français, stimulus, et au pluriel c'est stimuli, je sais pas comment on dit exactement. Euh, aujourd'hui. Mais ce qui se passe entre cette stimulation et la réponse, pour les Américains, à l'époque, n'était pas du tout passible d'une étude scientifique, alors que pour les Français, c'était le plus important, hein. Même Janet, il parlait de la conduite, mais une conduite qui n'excluait pas du tout la dimension philosophique, qui n'excluait pas du tout l'importance de la conscience et même de la signification. Alors, ils parlaient tous de conduite, ils parlaient tous de comportement, mais la signification de ces termes était très équivoque, était très différente. Alors, pour moi, cela était très important parce que ce qui a eu beaucoup d'impact en Argentine était cette tradition française, cette façon française de comprendre la psychologie
comportementale du, du point de vue euh, de la conduite. Et c'est là, dès le début du XXe siècle. Vous savez, Pierre Janet, en 1914, il a été invité à Londres pour faire un compte-rendu, en 1913, pardon, pour faire un compte-rendu sur la psychanalyse. Lui, il est grand expert en névrose. Il était censé expliquer la nouveauté de la psychanalyse dans un congrès international très important où il y avait 7000 médecins venus de tout le monde. Ben, Janet était censé faire cette présentation de la psychanalyse en société. Son rapport était accablant. Lui, il disait oui, c'est vrai, il y a du nouveau dans la psychanalyse et il y a des choses originelles dans la psychanalyse, mais ce qui est nouveau n'est pas original, ce qui est original n'est pas nouveau. Tout ce que dit Freud a été un peu copié, c'était du plagiat par rapport à mon analyse psychologique, etc., etc. Mais c'était un très long rapport. Mais ce qui est intéressant, c'est que et là, j'ai eu des différences avec ma directrice de thèse, Elisabeth Rudilesco. Elle avait rédigé une histoire selon laquelle Janet aurait été le perdant parce que il y avait des épigones de Freud. Il y avait Ernest Jones dans ses congrès qui avait débattu les idées, qui avait mis en question les idées de Janet. Et du coup, ces congrès auraient marqué un peu la fin de l'hégémonie française dans ces domaines, alors que avec les actes du Congrès, ben, on peut déduire exactement le contraire. Ben, du coup, l'année suivante, en 1914, ce rapport de Janet a été publié à Vienne, à Londres, à Paris, à Zurich. Euh, et à La Plata, hein, étrangement. Bah, c'était une étrange façon d'échouer, d'être publié un peu partout. Et cette publication de ce rapport des années à La Plata, bah, c'est très long à expliquer. Il y avait Victor Mercante, qui était un psychologue argentin dans la tradition de la pédagogie expérimentale, qui s'intéressait à Freud, qui s'intéressait à Janet, qui était très au fait de tout ce qui s'est passé et en Amérique et aux États-Unis et en France. Mais ce qui est intéressant, c'est par rapport à la réception, par rapport à la circulation des savoirs, c'est que la plupart des premiers psychiatres argentins qui se sont intéressés à la psychanalyse ont pris comme source fondamentale cette critique des Janets. Alors, du coup, tout en essayant de critiquer la psychanalyse, il a fertilisé le sol pour la réception de la psychanalyse en Argentine, hein, ne serait-ce que par les biais de la critique. José Ingenieros, le principal intellectuel de cette période positiviste au début du XXe siècle en Argentine, mais aussi en Amérique latine, il était criminologue, psychiatre, littéraire, essayiste. José Ingenieros, il a dû ajouter dans la 5e édition de sa thèse sur l'hystérie et la suggestion, il a dû ajouter deux pages sur la psychanalyse, tout en disant que c'était une doctrine mondaine où on confondait des choses et qui allaient au-delà du domaine de la psychologie scientifique, des choses qui étaient liées à la sexualité qu'on connaissait depuis très longtemps. Ben, c'était évident qu'il utilisait à sa façon ces rapports des Janet qui avaient été publiés à La Plata. Euh, et cette publication a été très intéressante parce que vous savez, les psychiatres argentins n'étaient pas formés dans la tradition allemande. Ils s'étaient tous formés dans la tradition française. Ils parlaient pas l'allemand, mais ils parlaient le français. Du coup, le cursus typique pour un psychiatre argentin, c'était d'aller en France, passer quelques mois
pour se spécialiser dans des sous-disciplines liées à la psychiatrie. Dans des hôpitaux français, il n'y avait pas une spécialisation de troisième cycle en Argentine à l'époque. Et la seule façon de se dire, de se considérer psychiatre pour les psychiatres argentins, c'était d'aller en France. À la différence, par exemple, des psychiatres chiliens. Ils étaient très proches de la tradition psychiatrique allemande. C'était pas du tout le cas pour les Argentins. Et alors, ben, comme je disais, cette publication de, du rapport des Jeannet a été la base pour la réception de la psychanalyse à cette époque-là. De même que dans la période suivante, dans la période antipositiviste, où il y a eu réaction contre cette hégémonie du positivisme en Argentine, la référence fondamentale pour penser à la psychanalyse, c'était plutôt Bergson. Henri Bergson, le philosophe qui parlait de la de l'élan vital, la durée, le temps, des horloges complètement différentes de cette idée d'un temps subjectif. Cela en Argentine, dans les années 30, était complètement à la mode dans les salons littéraires. Euh, la conception du rêve de Bergson était beaucoup plus connue que celle de Freud. Bergson avait parlé d'un moi intime qu'on pouvait connaître à partir des rêves, etc., etc. Et du coup, en 1930, il y a eu un psychiatre argentin qui s'appelait Neri Rojas, le frère d'un célèbre écrivain argentin, Ricardo Rojas, qui a eu un entretien avec Freud, qui a écrit le compte-rendu qu'il a publié dans les journaux les plus importants de l'époque en Argentine, c'était La Nación. Euh, et du coup, il parlait de cet entretien avec Freud et il lui disait, ben pour moi, c'est complètement évident que ce que vous faites est très semblable à ce que fait Henri Bergson en France. Et Freud était pas content du tout avec cette idée. Il disait, moi, je suis déterministe. Lui, il croit à la liberté. Moi, je suis un médecin. Lui, il est un philosophe. Lui, il croit à l'intuition. Moi, je crois à l'association déterminée par l'inconscient. C'était hyper intéressant de voir les malentendus qui étaient susceptibles de se produire entre des grandes figures de la psychanalyse, de la psychologie internationale. Et je crois que tous ces malentendus ont été très présents dans la circulation de leurs idées et surtout dans la réception en Argentine, hein. Alors j'ai consacré beaucoup de temps à penser de quelle façon, de quelle façon durable cette tendance cette tendance qui impliquait de suivre des référents français et surtout comme matrice philosophique, je dirais. Parce que il faut dire que, par exemple, en Argentine, la première réception officielle de la psychanalyse s'est produite à partir des années 30. La première association officielle a été créée en 1942. Et ce qui a été évident, c'est que dès le début, l'école psychanalytique la plus importante était l'école anglaise. Nulle part ailleurs, Melanie Klein a eu autant d'importance qu'en Argentine. Et on a tendance à dire, bon, alors c'est les Anglais, c'est la tradition anglaise. Et je dis, oui, mais euh, les premiers psychanalystes argentins étaient en même temps très influencés par les idées de Maurice Merleau-Ponty, de Jean-Paul Sartre, même de Georges Politzer, euh, qui était pas très publié en France, Daniel Lagache, euh, les auteurs qui, dans les années 40, 50, euh, ont divisé une psychanalyse liée à la philosophie, qui ont renouvelé la psychanalyse qui jusqu'alors était une doctrine confinée un peu dans les cabinets de médecins.
tous ceux qui ont contribué à la démédicalisation de la psychanalyse et à la clinisation de la psychologie en même temps. Il y a eu des processus en parallèle. Euh, la psychologie, à partir des années 40, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, est devenue une doctrine qui était de plus en plus éloignée des laboratoires et de plus en plus liée au cabinet médical, euh, aux maladies. Cette idée d'une psychologie clinique beaucoup plus importante que les autres, qui arrive jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, la psychologie clinique est la branche la plus importante de la psychologie. Ben, ce n'était pas le cas au début de la psychologie en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, ou même en Allemagne, hein, où la psychologie clinique était un peu marginale. À partir de la Deuxième Guerre surtout, euh, il y a eu cette clinicisation de la psychologie, surtout en Argentine. Et en même temps, la psychanalyse a cessé de n'être qu'une doctrine qui s'est bornée au seul médecin, mais qui s'ouvrait, qui s'est projetée sur les sciences sociales, qui commençait à être pensée dans le cadre de l'interdiscipline. Ben, il y a eu la naissance de tout un mouvement de la santé mentale. À partir de 1948, c'était le premier congrès international de santé mentale à Londres. Et là, du coup, après la débâcle, après la catastrophe de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait tout repenser. Il fallait repenser même les fondements de la civilisation occidentale. Après l'incroyable débâcle civilisatoire qui avait impliqué la Deuxième Guerre, du coup, la psychanalyse qui s'est diffusée à partir de ce moment-là n'était pas une discipline élitiste, médicalisée, mais une discipline qui était liée à la sociologie, à la littérature, à la philosophie, à la psychologie sociale, une discipline qui s'est donnée pour tâche la nécessité d'interpréter les phénomènes sociaux euh, qui s'est montré comme très urgent, disons, comme des phénomènes qui, à partir de l'après-guerre, réclamaient des interprétations qui ne pouvaient pas être données par d'autres disciplines. Alors, c'est cette psychanalyse qui a triomphé en Argentine. C'était une psychanalyse qui était très proche de l'humanisme sartrien, merleau-pontien, euh, de cette idée que il fallait repenser les fondements même de la vie en société. Euh, et alors, il fallait repenser les institutions, les groupes, les communautés. Euh, et c'est cette psychanalyse qui, en Argentine, s'est répandue très rapidement, bien au-delà de l'association officielle, dans les cursus de psychologie, dans les systèmes de santé publique. Et tout cela a été fait à partir de la présence d'auteurs tels que Daniel Lagache, que j'ai mentionné tout à l'heure. Il était très proche de Sartre. Ce sont des auteurs qui ont été un peu des auteurs phares, des références incontournables pour la constitution d'un domaine psychologique élargi qui était non seulement important pour les spécialistes, les experts, mais aussi pour le grand public. Non, il y a eu une diffusion énorme de la psychologie, la psychanalyse dans la culture de masse, en Argentine, dans les médias, dans les journaux, même dans les revues pour les femmes modernes, etc., etc. La psychanalyse était liée aux transformations sociales, culturelles de l'époque.
à tel point que il y a un historien argentin, Mariano Plot, qui a signalé que le fait que le ministre de l'économie à l'époque en Argentine, dans les années 50, aille voir un psy, était plutôt rassurant pour le marché, hein. Alors que je crois que ce ne serait pas le cas, même en France, hein. Le fait qu'on aille voir un psy est plutôt un synonyme de maladie mentale. C'est quelque chose qu'on cache, alors qu'en Argentine, on l'avoue ouvertement, sans problème. Ben, ça a été aussi le cas du président Macri et même du pape qui a raconté le fait d'être passé par l'écoute d'une psychanalyste. Mais bon, je vais pas trop m'attarder. J'ai essayé de vous transmettre de façon un peu chaotique, mais en même temps rapide, euh, cette importance de cette matrice culturelle française qui allait de Janet jusqu'à Daniel Lagache. Parce que, vous savez, Janet, qui était un peu le premier dans cette tradition française de la conduite, il était en même temps médecin et philosophe. Il avait fait une thèse en médecine et une thèse en philosophie. Du coup, Daniel Lagache, un peu de, dans le sillage de Janet, il était à la fois philosophe et médecin, mais il a été le premier, euh, pourrait-on dire, psychologue psychanalyste. C'est lui qui a fait entrer en 1947 la psychanalyse à la Sorbonne. C'est lui qui a pris la chaire de psychologie générale qui, jusqu'à l'époque, se limitait à transmettre une psychologie complètement scientifique, objective. C'est lui qui a introduit la psychanalyse, qui a essayé de faire une sorte de mariage entre psychanalyse et psychologie. Euh, on pourrait dire que c'était un mariage blanc, qui était un mariage réussi, un mariage raté, mais il n'y a pas de doute par rapport à la consommation de ce mariage à l'université française sur la fin des années 40, au début des années 50. Et c'est justement sur ces points que Lacan a été très critique, hein, par rapport aux relations dangereuses entre psychanalyse et psychologie, mais cela relève de toute autre recherche. En tout cas, je vais laisser là pour qu'il y ait un peu de place pour la discussion. Je sais que j'ai laissé beaucoup de flancs ouverts. Ben, c'était un peu exprès pour qu'on puisse discuter après mon intervention. Merci beaucoup. Merci Alejandro, mais avant de d'ouvrir vraiment la discussion, puisque contrairement à ce que tu annonçais, tu même pas tout à fait rempli ton temps. Non, mais est-ce que avant de lancer une discussion, tu pourrais prendre 2, 3 minutes pour évoquer la réception de Lacan? Parce que tu t'es arrêté en fait dans ton histoire un petit peu avant, en quelque sorte, si j'ai bien compris. Donc voilà, si tu le sens, évidemment, c'est une étape qui semble majeure pour reconstituer un peu cette histoire passionnante. D'accord. Bon, je vois qu'il y a Walter Romero là-bas. Je t'ai entendu, Walter, t'as parlé à la nationale sur Barthes, qui était, qui était formidable. Bah, c'était un exposé formidable. Là, dans le même cycle, j'ai dû parler de Lacan, de la réception de Lacan en Argentine. Bah, ça impliquerait un tout autre chapitre, mais c'est complètement lié à la réception du structuralisme français, je dirais au milieu des années 60, mais surtout au début des années 70. Euh, la réception de Lacan a été liée surtout à des intellectuels althusériens, notamment Oscar Massota, qui était pas un althusérien typique parce que du coup euh, pendant de longues années il a il a organisé des groupes d'études sur Jean-Paul Sartre.
il a fait un peu le passage canonique de l'existentialisme au structuralisme. Mais c'est un intellectuel assez atypique parce que lui, il faisait partie de la bohémie de Buenos Aires. Il était en même temps critique littéraire, philosophe. Euh, il s'intéressait au pop art, à la bande dessinée. Il a organisé la première biennale sur la bande dessinée en Argentine. Ben, c'était un intellectuel aussi célèbre et qu'atypique. Et c'est lui le premier à donner une conférence en 1964 sur Lacan, sur les idées de Lacan, mais il pensait à l'inconscient comme fondement de la philosophie à l'époque. Non, il n'était pas du tout un analyste en 1964, mais il a fait un parcours assez long jusqu'à ce que Althusser a impliqué pour lui une radicalisation épistémologique qui l'a forcé à faire une division claire et nette entre psychologie et psychanalyse, entre existentialisme et structuralisme. Et du coup, il est devenu lacanien. Dans le premier numéro de la revue des psychologues de l'Université de Buenos Aires en 1969, il dit, bah, la tâche, c'est de lire Freud à partir de Marx, et c'est Althusser qui nous a dit ce qu'il fallait faire. Ben, voilà un peu la complexité des idées, des premiers psychanalystes lacaniens argentins. Surtout que Mazzotta n'avait aucun titre universitaire. Il avait étudié pendant des années la philosophie. Il n'avait jamais fini ses études. Du coup, il y avait la difficulté légale d'exercer sans un diplôme, mais en même temps, il s'autorisait pas forcément à recevoir des patients. Sa clinique est toujours restée un peu secrète. On ne sait pas s'il a eu des patients, combien de patients il a eu, mais ce qui est clair, c'est qu'en 74, il a reçu des menaces de l'Alliance anticommuniste argentine. C'était avant la dictature, mais c'était déjà clair l'horreur était proche. Lui, il est parti en Angleterre et puis à Barcelone. Et à Barcelone, il a fondé la première institution euh, lacanienne d'Espagne. Et puis, il a fondé d'autres. Mais c'est là pour dire que, puisqu'on parle de circulation, les schémas de circulation des savoirs et des pratiques sont parfois très étonnants. Du coup, la psychanalyse lacanienne est arrivée euh, en Espagne à partir d'un passage par Buenos Aires. C'est un chemin assez long. C'est une triangulation de Paris à de Buenos Aires à Barcelone et de Barcelone à d'autres villes. Et il y a eu quelque chose de semblable avec les idées de Melanie Klein. Du coup, je vous ai dit que Melanie Klein était plus célèbre à Buenos Aires que nulle part ailleurs, notamment en France. Vous savez, Melanie Klein euh, demandait à Daniel Lagache, qui dirigeait une collection de livres psychanalytiques au PUF, euh, elle lui disait, je sais pas combien d'années, elle était assez âgée. euh, Elle n'a réussi à être publiée par Daniel Lagache en France qu'en 1959, un an avant son décès. Et du coup, Daniel Lagache, il avait publié volontiers des ouvrages de ses amis argentins qui étaient complètement kleiniens. Alors, Melanie Klein est arrivée en France par les biais des Argentins aussi. Les premiers travaux kleiniens qui ont été publiés en France avaient aussi suivi ces schémas étranges d'aller de Paris à Buenos Aires, pardon, de Londres à Buenos Aires et de Buenos Aires à Paris. Ces triangulations ne sont pas l'exception dans le monde analytique. Euh, Ce qui s'est passé avec Lacan en Espagne était très semblable. Euh, mais cela relève d'une histoire très, très riche et très intéressante.
où, comme je disais, les idées de Lacan étaient très liées à l'aventure structuraliste, à la réception de Barthes, de Lévi-Strauss, mais surtout d'Althusser. Merci beaucoup, Alejandro, pour cette communication très très riche. On va avoir beaucoup de choses, je pense, à reprendre. Avant de lancer le débat, sa dernière remarque sur la complexité des circulations, hein, qui implique souvent des triangulations. Je me permets, on a déjà eu l'occasion d'au- enfin, en marge d'autres communications de le noter. Euh, En gros, pour des besoins stratégiques, puis parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, on centre ce programme de recherche sur des relations bilatérales, entre France et Argentine, mais en étant, et ça on l'a écrit dès le début du programme, hein, en étant bien conscient que ces relations, même si on les focalise sur deux pôles privilégiés, euh, débordent très souvent le strict bilatéral. Et tu en donnes des exemples là, tout à fait parlants. On a déjà retrouvé à propos de l'introduction du bureau en Argentine, par exemple, hein, où le rôle des maisons d'édition espagnoles avait été déterminante et avec des effets retours. Hein. Donc c'est clair que dans notre domaine d'études, quels que soient les exemples que l'on va prendre, il sera très utile qu'on soit toujours très attentif à ces moments où justement ces relations privilégiées éventuellement entre deux pôles empruntent des chemins beaucoup plus complexes et parfois inattendus, comme ceux que tu as décrits à propos de Lacan ou de Klein. C'est intéressant aussi parce que ça va pas toujours dans le même sens. Hein. C'est quand même en effet évidemment j'ignorais, mais très intéressant de savoir que Lacan a été introduit en Espagne depuis l'Argentine. Bon, spontanément, de manière un peu néocoloniale, on pense plutôt à une autre direction, mais en effet, et c'est l'intérêt de la recherche, on voit bien que parfois on a des effets retours tout à fait importants. Alors avant d'ouvrir la discussion, je voudrais euh, il se trouve que trois collègues se sont connectés après notre tour de table initial. Donc, si brièvement il voulait bien se présenter d'une phrase ou deux, et puis ensuite on ouvrira donc la discussion. Alors, il s'agit d'abord de l'ordre d'apparition en scène, si j'ose dire, de Gabriella, mais je n'ai pas son nom de famille. Gabriella? Oui, bonjour. Oui, si. Je suis Gabriela Borba. Eh bien, vous pouvez nous dire deux mots de présentation, une phrase ou deux, simplement comme on le fait habituellement en début de séance, mais comme vous êtes arrivé après le début. Oui, je suis traductrice. Je suis aussi actrice à la chaire d'études de traduction aux lenguas vivas. Mhm. J'ai écrit un projet d'études pour penser justement l'introduction de la pensée lacanienne à travers les magasins littéraires. Et, et, oh, pardon, et je suis la revue littérale. Merci. Donc, Et ce sera une question. oui. Merci beaucoup. Euh, Ce serait une question intéressante d'ailleurs à soulever parce que c'est posé éventuellement ou quelqu'un d'autre, mais les relations en Argentine entre psychanalyse et littérature qui ont été par moments en France très fortes. Sergio Dinucci, si vous pouvez vous présenter en deux phrases, si vous nous entendez. Sur les projets. Oui, Non, non, attendez, excusez-moi, je demandais à Sergio Dinucci maintenant de se présenter parce qu'il faut qu'on entame la discussion. Sergio Delucci ne nous entend pas apparemment. Lucie Valverde?
Oui, bonjour, donc Lucie Valverde. Bonjour. Oui, Désolée pour mon retard, j'ai été prise de façon inopinée par des gestions administratives. Voilà, moi je suis maître de conférence ici à Le Mans Université en littérature hispano-américaine, plutôt sur la période XXe siècle, XXIe siècle. Je m'intéresse plutôt aux narratrices ces derniers temps, mais voilà, je suis pas. Il y a plein de thématiques qui peuvent m'intéresser. J'ai pas vraiment encore travaillé sur les liens entre psychologie et littérature, mais voilà, j'avais envie d'écouter aujourd'hui. C'était un peu raté pour le début, j'en suis navrée. je crois que vous êtes arrivé au tout début de la communication d'Alejandro. Merci beaucoup. Bon, ça va. Merci. Excuse-moi, je te tutoie. C'est une collègue, évidemment. Euh, donc, Sergio Dinucci, est-ce que vous nous entendez? Bon, Alors, Sergio fait partie de notre groupe. très bien, merci. Je pense qu'il est peut-être il travaille dans la bibliothèque du Congrès. Peut-être il a dû faire quelque chose parce D'accord. que là, il reprenait son travail aujourd'hui, hier, en réalité. C'est un collègue Lui, de l'UBA aussi? de la UBA exactement, il travaille dans la chaire de Walter Romero et il a travaillé la scénographie, l'importance de la scénographie française dans le théâtre de Buenos D'accord. Aires. Donc, Merci beaucoup. les grands scénographes, etc. Très bien. Bien, ben là, voilà, les présentations ont été finies d'être faites. On peut ouvrir la discussion. Il y a sans doute beaucoup de questions. J'en ai quelques-unes, mais je laisse d'abord la parole à qui veut bien la prendre pour s'adresser donc à Alejandro sur sa communication. Martine, tu veux pas commencer? Parce que tu es l'amphitryon. Oui. Je ne sais pas si ce sont des questions de ces trois commentaires et après Alejandro. Si tu as des choses à dire. La première chose, c'est par rapport à la psychiatrie, justement, tu parlais de Pierre Chanet et, bon, ça fait des années que j'avais lu un peu Jeannette, donc j'ai perdu un peu quelles étaient ses idées, mais tu disais il y avait deux écoles dans le 19e siècle dans les domaines de la psychiatrie, l'école allemande, l'école française, mais si je ne me trompe pas, Pierre Chanet, il avait écrit des choses sur Graf Ebing, si je ne me trompe pas, qui était un psychiatre allemand qui a beaucoup écrit sur la sexualité. Donc, ma question était quel était le si ça jouait un rôle, le discours de Jeannet par rapport à la sexualité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il en pensait par rapport à la conduite sexuelle, les comportements. Je dis ça parce que ça a été toujours un débat autour de la psychanalyse freudienne à l'époque et aussi toujours sur les domaines psychiatriques. Et, il y avait un psychiatre français, Claire Rambaud, si je ne me trompe pas, qui a été un peu quelqu'un qui a été suivi, bon, c'était un peu le maître de Lacan. Est-ce que lui, il était lu ou pas en Argentine? C'était quelqu'un de connu ou pas? C'était un commentaire par rapport à la psychiatrie à l'époque. Et, et après, de ce autre commentaire, les deuxièmes et je ne sais pas, je ne connais pas trop, mais d'après ce que je comprends, ou je me souviens, au début, en France, le discours de Lacan a été pris ou a influencé beaucoup plus peut-être les domaines littéraires que les domaines psychiatriques. Moi, je pense au surréalisme. Donc, bon, si ça a été comme ça, euh, et la troisième question, commentaire, c'est est-ce que on parle toujours de circulation de la France vers l'Argentine. Est-ce que aujourd'hui, notamment, on dit que la psychanalyse s'est beaucoup développée en Argentine et qui a une place assez importante. Est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y a eu aussi une présence de la psychanalyse argentine? Je ne sais pas si on peut dire comme ça en France. Je, je réponds, on accumule des questions, comment on fait front? Bah, je Non, il vaut mieux préfère, parce répondre que au fur et à mesure. Oui, oui, c'est beaucoup mieux.
Vas-y. Sinon, je vais oublier parce qu'il y Oui, oui, avait oui, tout pas à de fait. questions. Martin, en tout cas, tu me diras si j'ai oublié des questions ou pas. Par rapport à la sexualité, Kraft Ebing et tout cela, tu as complètement raison. Euh, mais le problème avec la psychanalyse, avec Freud, n'était pas le fait qu'il donnait une place à la sexualité. D'ailleurs, tout le monde le faisait à l'époque. La sexualité n'était pas du tout exclue du domaine de la psychiatrie, mais ce que j'en ai précisé dans son rapport critique sur la psychanalyse, c'est que euh, la psychanalyse aspirait à une sorte de pansexualité, c'est-à-dire que tout pouvait être expliqué à partir de la sexualité. Alors que Janet, de façon prévisible, et en même temps, c'était une critique qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Les critiques les plus actuelles, je crois qu'elles sont presque toutes dans les rapports critiques des Janet. Même si on lit le livre noir de la psychanalyse qui a fait un tabac ici en France, toutes les critiques étaient déjà dans les rapports de Janet. Ce qu'il disait, c'était justement cela. Euh, le fait de penser que la sexualité est à la base de de certaines pathologies, euh, n'est pas du tout nouveau. C'est un fait avéré, et on le sait depuis toujours. Ce qui est ridicule, un peu incroyable et impossible d'accepter pour les médecins, c'est que on pense que toutes les pathologies de la vie psychique des hommes soient liées à des problèmes sexuels, que la sexualité soit à la base de tout. Alors c'est ce qu'on appelle le pansexualisme de la psychanalyse. C'est ça la critique centrale. D'ailleurs, j'en ai allé au-delà de ça pour dire écoutez, ici en France, on n'a pas peur de dire que la philosophie est nécessaire. Il y a de la place pour des études philosophiques et même littéraires à côté de la psychiatrie, la psychologie. Euh, mais la psychiatrie n'a pas besoin d'une philosophie comme celle de la psychanalyse qui n'est même pas acceptée par les philosophes. Il n'y a pas de consensus sur la psychanalyse au-delà de la psychanalyse même. Alors, il présentait la psychanalyse comme une discipline complètement marginale, ce qui était vrai. Et lui, il disait, la psychiatrie a besoin d'une psychologie scientifique comme la mienne, pas la psychanalyse qui n'est pas sérieuse, qui est pleine d'exagération, d'interprétations complètement farfelues. C'est ce que Jeannet disait. Euh, Là, par rapport à Claire Rambaud, j'ai pas l'impression, j'ai pas étudié ça spécifiquement, mais je crois pas il ait eu un impact important en Argentine, parce que d'ailleurs, c'était le maître de Lacan à Sainte-Anne. C'était surtout connu pour sa clinique. Ses ouvrages ont été publiés en Argentine dernièrement. Je crois pas qu'il ait eu un grand impact à, à l'époque. Rappelle-moi les autres questions. Je ne sais pas si c'était des questions. En fait, je disais que si j'avais bien compris aussi, ou d'après ce que je me souviens, au début, en France, parce que tu t'expliques bien comment la psychanalyse a un impact en Argentine par le biais de la psychiatrie, et on parlait après de l'influence de Lacan. Et si je me souviens bien, en France, au début, euh, Lacan a influencé beaucoup plus les domaines culturels, littéraires que les domaines psychiatriques. Ça, c'était une question, un commentaire, je ne sais pas. Et Mhm. puis, l'autre question, c'est si on peut trouver des traces ou une influence argentine dans la pensée psychanalytique française. C'est-à-dire s'il y a
ou il y a Nacio, mais je ne sais pas si... Non. Bon. Euh, là, j'ai bien compris. Oui, tout à fait. T'as raison. Lacan était très bien reçu dans les milieux littéraires dans les années 30, surtout parce que sa thèse était très originale. Elle était écrite plutôt comme un roman de Flaubert. Ce qui n'était pas du tout l'habitude dans les domaines psychiatriques. Les thèses étaient un peu une collection de symptômes, de cadres, de structures psychopathologiques qui n'avaient aucun intérêt littéraire. Et du coup, Lacan a raconté l'histoire d'Aimé qui avait poignardé une actrice célèbre. Et ben, tout cela avait un intérêt littéraire en soi. Et la façon qu'il a utilisée pour rédiger cette thèse en 1932 était déjà très originale. Et c'est cela qui a beaucoup frappé tout le monde, au-delà de ces idées qui ont frappé Dali, mais aussi, je sais pas, Vittorio Campo, avant même la publication de sa thèse, vous savez, dans la correspondance avec sa sœur, Vittorio Campo parlait beaucoup de son amitié avec Lacan. Il disait que qu'il avait une ambition incroyable, qu'il se prenait pour Napoléon, je sais pas. Il y a, il y avait des choses très révélatrices dans la correspondance de Vittorio Campo avant même la publication de la thèse de Lacan, qui s'est vanté en quelque sorte de ses relations avec les milieux artistiques, pas seulement littéraires, mais après Excuse-moi, juste, 1953, ça a beaucoup changé. Disons que tout cela, c'est plutôt les premières époques du Lacan jeune médecin, je dirais, jeune psychiatre. Après ce qu'il considère le début de son enseignement officiel en 1953, le séminaire 1, disons, euh, où il a été très touché par sa rencontre avec Lévi-Strauss, avec le structuralisme, où il a commencé à réinterpréter ou réécrire toutes les études des cas freudiens à partir d'une perspective structuraliste. Euh, à partir de ce moment-là, je crois que sa proximité avec les milieux littéraires n'a pas été aussi importante que dans les années 30, 40 même. je Et peux me puis la permettre, dernière, pardon, l'influence de la psychanalyse argentine en France. Alejandro, juste une seconde juste sur ce sujet pour pointer, c'est quand même très là, je suis très surpris même, hein. Et je suis peut-être pas le seul, même si c'est pas mon domaine, mais c'est quand même très surprenant d'entendre que il y a une réception argentine de Lacan dès les années 30. Parce que, je veux dire, en France, Lacan, c'est pas, 30, il n'est pas totalement inconnu, mais enfin, c'est quand même ça reste assez confidentiel, quoi, hein. Et là, on a quand même un effet d'immédiateté dans la circulation qui est remarquable. Et ça m'étonne pas que ce soit dû en partie au Campo, parce que dans le genre tête chercheuse de tout ce qui bouge à cette époque, elle est très forte. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais ponctuer, et je vous laisse la parole. Oui, en fait, la publication des premiers articles qui citent Lacan en Argentine, ça date de 1936-1937. Je crois pas que cette rencontre entre Vittorio Campo et Lacan puisse être considérée une réception de Lacan en Argentine. Je vois que ça dit beaucoup plus de l'insertion de Vittorio Campo dans les milieux culturels français que de la réception de Lacan en Argentine. Ça dit plus de réseaux d'amitié de Vittorio Campo que de Lacan lui-même. Cela dit, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait des écrivains argentins qui soient publiés en France du fait de l'intérêt que les Français portent à la production argentine sur la psychanalyse aujourd'hui. Ben,
Ben, je viens de publier cet ouvrage, je vous ai parlé l'année dernière, mais je crois que ce qui compte le plus, ce sont les personnes interviewées, Barbara Cassin, Elisabeth Rodinesco, que le fait que je sois argentin, ben, ça peut être aidé pour avoir une distance critique, pour qu'ils disent des choses qu'il n'aurait pas dit à un Français. Mais j'ai pas vu beaucoup d'ouvrages des psychanalystes argentins traduits en français dernièrement. Il y en a, mais ce sont des exceptions. Il y a Jorge Baños Orellana qui est très bien, mais ces livres sont datent des années 90. Sauf il a écrit un roman de Lacan où il donne une importance formidable à cette rencontre euh, originale avec Vittorio Campo. Ben, du coup, il- je sais pas, c'est comme si c'était sa muse inspiratrice. En quelque sorte, il a transformé cette rencontre un peu ambiguë à une vraie histoire d'amour. Ben, c'est hyper intéressant. Il est très érudit par rapport aux références de ces Lacan des années 30. Ben, ça, je vous conseille de le lire. Je sais pas dans quelle maison d'édition ça a été publié, mais ça s'appelle les romans de Lacan. Mais c'est quand même toute la période où Ocampo, les 36, 37, 38, enfin pour la France, parce qu'elle va pas seulement en France, mais où elle fréquente les débuts du collège de sociologie. C'est là qu'elle rencontre Bataille et Cailloua, on est dans ses bagages, etc. Donc, on a quand même cette capacité. Je dis pas que c'est elle qui détermine la réception, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est quand même frappant de voir qu'il y a cette capacité de tête chercheuse, véritablement, d'être à l'affût de tout ce qui a l'air d'émerger un peu dans le paysage intellectuel, en tout cas français. Les autres, je sais pas comment elles fonctionnent et elle a quand même un nez incroyable, quoi. Parce que, voilà, encore une fois, même Lacan, et a fortiori Bataille ou Caillois, en 36-37, c'est quand même très confidentiel encore. Hein. Donc, c'est là où on voit que parfois des capacités mondaines peuvent aussi avoir des, des effets importants sur la vie intellectuelle. Absolument. Je crois que elle a été plutôt à la base de la réception de Jung. Elle s'intéressait beaucoup plus aux théories jungiennes qu'à la psychanalyse. C'est pourquoi la revue Sur avait beaucoup plus de Jung que de Freud. Donc, je voulais poser. J'ai vu Diana, je crois qu'elle voulait poser une question. Oui, oui, c'est par rapport à l'influence. Je viens pas du domaine de la psychanalyse depuis, bon, c'est des lettres, mais je crois que la période pendant laquelle la critique littéraire a été tellement influencée par la linguistique, c'est-à-dire les années 70, etc., le structuralisme, etc. Je crois que c'est dans cette période-là que Lacan a eu une énorme influence dans la critique littéraire en Argentine. Énorme, je crois. Mais c'est un commentaire et une question en même temps. Si la question de l'influence lacanienne euh, ne porte pas aussi sur cette période-là. Oui, absolument. Mais je crois que c'est pas, il y a Walter Romero qui me laisse pas mentir ici, mais je Oui, crois que bien sûr. que c'est peut-être plus Barthes que Lacan lui-même dans la critique littéraire, mais je crois que c'est toute la mouvance structuraliste Ce sont des où les moments différents. pardon? Et je crois que ce sont des moments différents. Que Ben, l'influence de Barthes, c'est une chose, et l'influence de Lacan, c'est-à-dire, c'était une autre. Dans, je parle de la théorie littéraire et la critique littéraire telle qu'on la percevait dans les années, disons,
le retour de la démocratie, par exemple, et avec Panesi et tout ça. Je ne sais pas, D'accord. Ouais. Magdalena, Ouais. si tu es d'accord ou non. Oui, oui, oui. Là, tu sais, c'est beaucoup plus complexe, non? Les années 80, du coup, là, il y a plus les grandes figures, où il y en a, mais il y a beaucoup d'autres. Mais en tout cas, je n'ai pas, je- dans mes recherches, dans les recherches que j'ai présentées, ben, j'ai fini en 1966, un peu avec le début de Ah la bon, réception du structuralisme, parce que ça change complètement et ça se complexifie à un point qui a été pour moi difficile d'étudier cela. Je me suis attardé après oui, d'accord. Sur Mazota et surtout Mazota et ses rapports à Althusser, au marxisme, etc., etc. Comment est-il passé Steiner, du marxisme sartrien au marxisme althussérien? Est-ce que cela impliquait par rapport à son passage de la philosophie à la psychanalyse, sa conversion lacanienne presque farouche ouais, au début des années 70. d'accord. Mais je m'autorise pas trop à parler de la théorie littéraire, de la critique littéraire, parce que c'est pas mon domaine. Mais bah, tu pourras peut-être Ouais. nous éclairer là-dessus. Il y a une expérience vécue aussi qui est la tienne. Euh, là, j'aurais du mal à vous apporter quelque chose de plus pointu que ce que tu as à dire. D'accord. Merci. Je Je te voudrais poser, remercie. enfin, pardon, non, Walter, vas-y. Non, non, pardon, Franck. Si, Je si, te je t'en prie. remercie, Alejandro, d'avoir mentionné ma conférence sur Barthez à la Bibliothèque nationale que nous avons partagée aussi en 2015. Et non, c'était extraordinaire pour moi. 2016. Ah, 2016, merci. Je, je remercie ton panorama très intéressant, surtout les rapports psy entre la France et l'Argentine. C'est surtout la mention que tu as fait que je ne connaissais pas vraiment. Je connaissais seulement qui était le frère de Ricardo Rojas, qui pour nous, c'est le père de la critique justement nationale, non? C'est le père de la critique littéraire de la nation. Il a fait des mouvements extraordinaires sur les rapports entre la tradition argentine et comment lire vraiment la littérature argentine, que tu as parlé de Nerio Rojas, que je vraiment ne connaissais. Je savais seulement qu'il était le frère de Ricardo comme médecin, mais je ne connaissais ça et il m'intéresse un peu, si tu peux développer un peu seulement tout ce que tu as parlé sur la Nerio Rojas et l'interprétation très particulière qu'il a eue sur la psychologie en ce moment-là en Argentine. Merci beaucoup. Je te remercie absolument. D'accord. Ah, merci, Walter, de tes remarques. Bah, écoute, c'est un peu étonnant parce que du coup, en 1905, il y a Ingenieros qui publie un compte-rendu dans La Nation aussi sur sa rencontre avec Théodule Ribot, qui était un peu le père de l'institutionnalisation de la psychologie française. Il avait une chaire au Collège de France. Il venait de prendre sa retraite. Il y a eu, euh, je sais pas comment on dit, un concours, je sais pas, pour sa succession. Et il y avait Pierre Janet et il y avait aussi Alfred Binet pour le succéder. Et du coup, ce qui était frappant, c'était à quel point Ingenieros pouvait se placer sur le même plan que Théodule Ribaud. Du coup, j'étais avec mon ami Théodule Ribaud, on était en train de corriger les épreuves de nos livres qui allaient être publiés chez Alcan, qui était la maison d'édition où on publiait tout ce qui était important en psychologie, en psychiatrie à l'époque. Euh, il y avait cette façon de se placer où un intellectuel argentin pouvait être à la même hauteur qu'un intellectuel français. Il parlait de son ami Théodule Ribot, ben, ingénieur publié en France, effectivement. Et du coup, en 1930, euh, Nerio Rojas, quand il a eu sa rencontre avec Freud, qu'il a publié aussi dans La Nation, euh,
il parlait avec la même assurance, hein, alors que son œuvre n'était pas comparable à celle d'Ingenieros, alors que c'était un peu un héritage euh, de la position d'un intellectuel argentin au début du siècle. Mais je disais, il se permettait de parler, de comparer Freud avec Bergson, alors ce qui était évident pour un Argentin, mais qui n'était pas évident euh, pour Freud du tout, hein. Déjà un philosophe et un philosophe qui parlait de la liberté, un philosophe anti-positiviste, anti-expérimentaliste. Tu sais, Nelly Rojas allait être dans les années 50. En 56, il allait être doyen de la fac de médecine à Buenos Aires. Euh, du coup, il avait un passé très anti-freudien. Il avait même publié en 1925 un article sur la psychanalyse comme doctrine pornographique. Et en 1956, il a organisé toutes les célébrations pour le centenaire de la naissance de Freud à Buenos Aires. Rojas, il a fini par inviter des psychanalystes pour organiser des cours extracurriculaires qui ont initié à pas mal de médecins à la psychanalyse. Eh ben, parce que c'était le fondateur, c'était Raskowski, Angel Garma, qui ont été, qui ont organisé ces cours. Alors, ça montre bien les paradoxes, un peu les nuances de position des personnes qui ont été les principaux récepteurs de Freud à une époque. Puis après, il y en a qui sont devenus carrément anti-freudiens. Par exemple, c'est le cas de Berman, un autre psychiatre qui s'est réuni avec Freud la même année, en 1930, mais qui a rien publié à La Nation à l'époque. Mais lui, il s'est vanté d'avoir été entre les premiers récepteurs de Freud et aussi à avoir été entre les premiers à avoir révélé les faussetés et la perfidité des doctrines freudiennes, hein. Et lui, il est devenu compagnon de route du Parti communiste. Du coup, il prônait les idées de Pavlov, de la réflexologie. Il critiquait José Blecher, qui était un peu l'équivalent de Daniel Lagache en Argentine, l'introducteur de la psychanalyse dans l'université, dans le cursus de psychologie. Blecher a été l'objet d'une sorte de procès à l'intérieur du comité culturel du Parti communiste argentin, où on lui disait qu'il s'était dévié du droit chemin du parti qui était la réflexologie. Il s'était perdu dans les chemins de la psychanalyse. Et là, Berman, après avoir rencontré Freud, il était parmi ceux qui disaient à Blecher qu'il devait reprendre le chemin de la réflexologie et oublier euh, les interprétations complètement fantaisistes de la psychanalyse. Merci beaucoup. On approche du terme de ce séminaire, c'est bien dommage, sans doute beaucoup de choses à dire. J'avais personnellement plusieurs questions ou commentaires, je vais me limiter à une. Est-ce qu'il y a eu une réception argentine du débat français, enfin français, entre Octave Manoni et Frantz Fanon à propos de la psychanalyse du colonisé, qui aurait pu, par exemple, éventuellement être appliquée, entre guillemets, aux questions de l'indigénisme en Argentine? C'est une très bonne question, Franck. Mais toute la question décoloniale, ça n'a jamais eu. Ben, peut-être à présent, oui, mais c'est comme les débats sur la race qui sont très, très actuels en France, ne l'ont jamais été en Argentine. Mhm. Même si les Manoni ont été les premiers lacaniens à visiter l'Argentine en 1972. Euh, D'accord. Et euh, Frantz Fanon, il n'y a pas un effet Fanon en ah Argentine non, à non, cette là, époque? là, il y a eu une réception dans toute la gauche. Ça, C'était un oui, lieu quand même. commun, surtout dans les années Oui. 70. Mais pas tellement dans l'optique psychanalytique, quoi, disons.
Et pas seulement, non, non, Fanon a été un auteur de référence pour toute la gauche. Oui, mais je veux dire, ce qui a intéressé, c'était pas spécialement en particulier son débat avec Manoni, quoi. Non, 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 pas du D'accord. tout. Les Mannonies ont été pris comme les porteurs de la voix de Lacan en 1972, sans savoir à quel point Lacan n'était pas très proche d'eux. Oh, bah, il avait beaucoup aider Manoni avec l'école de Bonneuil, etc., etc. Mais les idées des Manoni n'étaient pas euh, les plus, comment dire, euh, n'avaient pas trop la cote parmi la nouvelle garde de Lacan. Ceux qui allaient succéder Lacan sont genre Miller, etc., etc. Le jeune lacanien euh, qui était très euh, lié à une interprétation logique de Lacan, Lacan plus radicalisé à ce point-là, ben, il s'intéressait de moins en moins à la politique, hein. Miller, Jacques-Alain Miller, par exemple, il avait été membre de la gauche prolétarienne jusqu'à sa dissolution en 1974. Et du coup, après cela, il y a eu presque une conversion Ça où a été assez fréquent, les membres de ce milieu intellectuel politique. qui Bon, a complètement dépolitisé la psychanalyse prônée par Miller. quand ils n'ont fait que se dépolitiser, c'est pas forcément le plus grave. Certainement, qui ont continué Oui, sur une voie politique, mais qui n'était pas tout à fait celle de leur jeunesse. Euh, oui. euh, bon, mais écoutez, c'était vraiment passionnant et je crois qu'on pourrait rester encore longtemps, mais il faut qu'on se tienne quand même un minimum au format horaire prévu. Nous remercions tous vivement Alejandro Lacfal pour son éducation qui est très vivante, voilà, qui donne l'espoir de pouvoir revenir sur ces sujets dans d'autres, enfin, dans le cadre de ce programme, du moins on l'espère, mais peut-être sous des formes plus précises aussi, peut-être plus écrites, on verra, hein, la manière dont on peut continuer à travailler. En tout cas, merci vivement, merci à tous les participants, hein, et en particulier aux Argentins.